Bonjour, bienvenue à notre émission Rencontre. Mon invité aujourd'hui est Mario Dufresne, qui est co-directeur de CATERA, qui est comité d'appui aux travailleurs, travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Salut Mario. Bonjour Thérèse. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Même si ça fait plusieurs années que tu es ici dans la région, je sais que tu n'es pas natif d'ici. Non? Tu viens... Je viens de Marieville. C'est... à l'époque, c'était un petit village, là, c'est un petit peu plus gros. C'est entre Rougemont et Richelieu, Chambly. C'est dans le bout de Chambly. Oui, tout à fait. C'était à 7-8 kilomètres de Chambly. Tout de suite passé Rougemont aussi, là. OK, donc c'est un petit... Oui. Quand moi j'habitais, il y a 25 ans, on n'avait pas tout à fait 5 000 de population. Alors là, c'est rendu par contre à 10-12 000, là, ça a grossi, là. C'est quasiment devenu une banlieue de Montréal, mais ouais, c'est un village. C'est un village. Oui, tout à fait. Mais Mario, je sais que tu n'aimes pas parler de toi. Non, c'est un fait. J'étais à ton écoute. Alors, nous allons échanger sur les gens qui ont eu une influence sur toi, ton cheminement. Et tout ça, je pense que ça va faire ton affaire, ça va te mettre à l'aise. Merci beaucoup. Une des personnes, je sais, qui a eu une très grande influence, probablement le plus important, c'est ton grand-père. Je pense que oui. Au niveau, en tout cas, bon, étant donné que mon père a eu un très grave accident très jeune, moi j'avais à peine 2 ans. Et tout ça, finalement, je l'ai, comme pour ainsi dire, pas connu, tu sais. Et c'est mon grand-père, ma grand-mère qui nous a élevés avec ma mère. Donc, et c'était pas directement à Marieville, là, à l'époque. On était sur une ferme, donc j'ai été élevé sur une ferme. Fait que le modèle, si on veut le modèle masculin, c'était mon grand-père, le cultivateur, le type qui est né dans le 19e siècle. Donc, tu sais, je m'amuse toujours à dire que en fait, j'ai chevauché 3 siècles. Indirectement, le 19e à cause de mes grands-parents, le 20e, bien sûr, et le 21e actuellement. Donc, je pense que ça a dû contribuer à former un peu les valeurs que je prends. Exactement, parce qu'il semble d'avoir établi... je peux dire ta ligne de conduite et aussi vers le communautaire et tout. Bien, c'est sûr que le fait d'avoir été élevé sur une ferme, le fait d'avoir été élevé dans une recherche de vérité. Bon, chez nous, tu sais, premièrement, il n'y avait pas d'engrais chimiques. Même si on était dans les années 60, mon grand-père avait toujours refusé l'engrais chimique. Puis pourtant, c'était vraiment la mode. Tout le monde, tous nos voisins et tout ça. De toute manière, les agronomes étaient aussi des vendeurs, ce que moi j'appelle des pocheurs de produits chimiques. Et puis c'est ça. Puis mon grand-père a toujours dit, on ne viendra pas tuer ma terre. On n'avait pas de tracteur, on n'avait rien de ça. C'était des chevaux. La terre était en soi, bon, celle qui nous nourrissait. Et puis, cette valeur-là, bon, c'est sûr qu'à l'époque, bon, il faut que je sois franc, à l'époque, j'avais honte. Mais oui, parce que à ton âge, tout le monde à mon école de rang, tout le monde avait au moins 2-3 récoltes à cause de l'engrais chimique. Nous autres, on n'en avait qu'une. Et là, on disait tout le temps, « Hey, vous n'avez pas encore de tracteur, c'est encore vous autres avec les chevaux. » Tu sais, on passait un peu pour des arriérés. Malgré que, bon, mon frère et moi, on était quand même assez populaires, donc ça nous aidait, on n'était pas rejetés. Mais ça aurait pu aller jusque-là. Et là, tout le temps, moi, j'aurais donc aimé que mon grand-père achète de l'engrais chimique. Aujourd'hui, tu sais, je sais qu'il est trop tard, il est décédé, j'aurais aimé ça m'excuser parce que ce qu'on parle d'agriculture biologique, l'écologie qui me tient à cœur, qui est vraiment le mouvement vert que je porte, c'est lui qui me l'a donné. Puis, tu sais, puis en même temps, ben enfin, j'en avais honte. Bon. Il était avant-gardiste, pas mal. Parce que c'était avant, tant c'était pas populaire. C'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, Thérèse, aujourd'hui, on va dire qu'il était avant-gardiste. À l'époque, par contre, c'était tout à fait le contraire qu'on disait. On disait que, bon, le vieux, il est en arrière de son temps. Il n'a pas évolué avec son temps. Bon.
Aujourd'hui, on l'a vu, on le voit, les ravages que font. Oui. Nous autres, on le voit aussi à Catara. On travaille justement là-dessus, les pesticides qui donnent des maladies professionnelles aux agriculteurs. Tu sais, on le voit maintenant, les ravages que ça fait dans notre société. Puis lui, il avait cette... C'était même pas un combat. C'était inné. La terre fait partie de nous. Elle nous nourrit, elle nous permet aussi de jouer parce qu'on jouait. Tu sais, moi, je sais que j'ai passé une partie de mon enfance. J'avoue que j'ai pas beaucoup travaillé sur la ferme. J'ai plus joué. Tu sais, à 4 ans, mon grand-père m'avait donné un cheval. Fait que, tu sais, imagine, t'as 4 ans, t'as ton cheval. Paf, tu pars avec. Fait que là, tu pars le matin, tu déjeunes. Quand tu vas pas à l'école, tu pars le matin, tu t'en vas, tu reviens dîner, tu retournes. Tu sais, t'es sur le cheval, c'était magnifique, là. Mais il avait cet angle-là, Oui. mais lui aussi, tu m'avais dit une fois qu'il il n'avait pas été éduqué beaucoup, Non. il n'est pas allé loin, Non, mais quand deuxième. même, il était très intéressé Oui. par tout ce qui était comme politique puis Tout à fait, littérature. tout à Donc fait. ça aussi, ça a eu une Oui, influence. oui, la politique était omniprésente chez nous, bien sûr. Non, mon grand-père, il avait une 2e année. Par contre, il savait lire. Et on avait, je ne sais plus exact le nombre de journaux que nous livrait le facteur. À chaque jour, c'était effrayant. Plus on avait les journaux de fin de semaine et tout ça. Donc, on était envahis par le journal. Et moi, bon, j'étais fasciné, c'est sûr, parce que, bon, de voir cette personne que j'aimais, puis l'intérêt qu'il y avait, tu sais. Ça fait que là, c'est ce qui m'a vraiment donné le goût de lire. À 4 ans, je lisais. Tu avais déjà commencé. Oui, c'est vraiment à cette période-là, avant l'école, quand je suis arrivé à l'école, je savais déjà tout lire, écrire, compter, tout ça. Ma mère a toujours voulu être prof, fait que, mais les circonstances ont fait qu'elle n'a pas enseigné, fait que c'est ça aussi qui est arrivé. C'est parce que quand on a parlé de ça, mais j'ai très bien compris parce que moi, ma grand-mère, elle avait une 5e année seulement, qui n'est pas du tout la même chose que 5e aujourd'hui, mais elle aussi, elle était très intéressée par politique, puis nous autres aussi, on avait des revues, puis les journaux, puis elle avait une écriture qui était de toute beauté. Puis quand tu as parlé de ton grand-père, j'ai pensé la même chose. Ton grand-père, c'est ça, il a eu une grande influence. On va voir plus tard comment ça a affecté. Mais ta grand-mère aussi, pour complètement d'autres raisons complètement différentes. Pour d'autres raisons, un peu comme je disais tantôt, tu sais, sur la ferme, j'ai vraiment pas beaucoup travaillé. Fait que je me suis amusé. Et s'il pleuvait, ben là, on passait une journée plus dans la maison. Et là, c'était avec ma grand-mère. Puis ma grand-mère, moi, je l'ai toujours connue, comme disait quelqu'un, je l'ai toujours connue de dos. Parce qu'elle était devant le fourneau. Ça fait que ce qu'on voyait d'elle, c'était son dos. Puis si je voulais la voir de face, ben, il fallait que je m'approche à côté puis je la regarde comme ça. Ça fait que comme j'avais intérêt à la voir, ben, je m'approchais des fourneaux. Et là aussi, ça m'a donné le goût d'une passion que j'ai développée par la suite, qui est la cuisine, faire à manger. Bon, premièrement, j'aimais manger. Fait que, puis tout ce qu'elle faisait, c'était tellement bon. Puis j'avais toujours le petit privilège, vu que j'étais à côté, d'en avoir tout de suite. Fait que là, et je voyais le bien que ça faisait, la nourriture, le bien que ça nous apportait, les odeurs aussi. C'est quand que j'ai eu les enfants, puis tout ça, ben automatiquement, je voulais le transmettre, ça. De leur transmettre ce goût-là, de sentir, et ensuite de goûter, puis de voir comment c'est beau, puis que c'est bon. Alors, aujourd'hui, tu cuisines toujours? Oui. Ça c'est... tout le temps, ça, c'est... ça va... Je pense c'est là pour rester. Donc, on peut dire que ton grand-père a nourri le cerveau, puis ta grand-mère a nourri le corps. C'est bon, tout à fait. C'est bien dit. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça. C'est sûr qu'il y a d'autres, bon, tu sais... C'est sûr que ma mère aussi, j'ai l'impression, comme quand je parle, comme si elle était inexistante. Elle était là aussi, mais elle je veux dire, tu sais, c'était une fille de terre. Donc, elle était vraiment avec son père sur la ferme. Tu sais, ça fait que je la voyais beaucoup moins. Elle a quasiment joué le rôle, elle, de grande sœur, plus que... Tu sais, elle venait jouer au baseball, elle venait, tu sais, des choses de même, là, tu sais. Puis en plus de ça, ce qui était toujours spécial pour notre époque, c'est que jamais on l'a appelée maman, tu sais. On l'appelait de son prénom.
Ah oui. Comme mes grands-parents, je les appelais par leur prénom aussi, OK. ou des choses comme ça. Ça a toujours été aussi. Mais ma mère en particulier, tu sais, c'était Rolande, tu sais, puis tout ça. Puis quand on est arrivé au village et tout ça, les autres amis nous trouvaient un petit peu bizarres parce qu'on disait pas ma mère, tu sais. Puis tout ça. Ça fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Puis, quand tu as fait l'école Ouais. élémentaire, secondaire, est-ce que Oui. ça c'était à Marieville? À Marieville, oui, tout à fait. Sauf le secondaire 5, que lui a fallu, pour quand j'ai fini mon secondaire, lui, je l'ai fait à Iberville parce qu'à l'époque, on n'avait pas de secondaire 5 à Marieville. Là, il y en a un, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc là, il fallait descendre à Iberville, 15 de kilomètres. Donc, moi, j'ai décidé que je vais lancer des noms. OK. Comme ça, tu peux Ah! parler des les autres. Ça OK. va faire Wow. ton affaire. Puis en même temps, mais on va voir comment ils ont Oui. influencé toi puis le cheminement. Jérôme Proulx. Jérôme, Jérôme, c'est un prof que j'ai eu, un prof de français, qui a été aussi député, qui a été élu en 76 pour le Parti québécois. Il était le whip en chef, d'ailleurs, du gouvernement. Jérôme, c'était mon prof, puis moi, j'étais président de l'école. Puis il y avait, en tout cas, il y avait une Et grande... ça, c'est quelle année? Ça, on est en... Quand je l'ai eu comme prof, on est en 73, OK. avant l'élection du Parti québécois, puis tout ça. Et puis, Jérôme, bon, comme je disais, avait une grande confiance en moi. Fait qu'à un moment donné, il me dit, Mario, il dit, j'aimerais ça que te présenter du monde. Fait que là, il m'amène, il y avait un local qui avait été loué au cégep de Saint-Jean. Et c'était une réunion de stratégie où il y avait Jacques Parizeau, il y avait Robert Burns, il y avait Doris Lucier et une autre personne. Jérôme, lui, n'assistait pas seulement. Et j'avais non? Non, c'était vraiment que les stratèges du PQ qui étaient réunis en genre comme formule bunker pour établir une façon pour éventuellement de prendre le pouvoir. Et Jérôme avait réussi à me faire inviter. Et là, j'étais là, petit cul de 16 ans, avec ce Tu étais monde-là. secondaire 4? J'étais en 5. 5? Oui. OK. Et là, j'étais là, puis je les écoutais parler, puis c'était... C'est pour quelqu'un qui aime la politique, comme on a dit tantôt. Et qu'est-ce que Jérôme a vu en toi qu'il a dit, mais non, je veux que toi, tu assistes? Jérôme, Jérôme, il aurait toujours voulu... Puis c'est ça, ça a passé proche que ça se fasse, mais moi, je me suis considéré trop jeune. Jérôme, il voulait que je sois le candidat aussi après du comté à l'élection de 76. Donc, elle disait, j'aurais eu 18 ans. Et bon, ça s'était tout fait, là. J'étais comme presque... Il restait juste le... quasiment le congrès, là, je me souviens plus comment ce qu'on appelait, en tout cas. Il restait ça à passer cette étape-là, mais j'avais l'exécutif sur mon bar, puis tout ça. Puis en dernier lieu, j'ai dit non, je me sens trop jeune. Mais tu sais, Jérôme, c'est ça. Jérôme, je sais pas. Il y avait... Et d'être en présence de Jacques Parizeau, puis tous ces écoute, gens-là, c'était... c'est impressionnant, là. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas dit un mot, là. J'écoutais. Tu sais, puis, ben, en tout cas, ceux qui me connaissent vont dire comment est-ce qu'il a fait de pas parler. Mais en tout cas, sinon, j'avais vraiment, tu sais, c'était wow! Et il expliquait comment, à un moment donné, on peut positionner telle chose. Je ne dirais pas ce qui s'est passé parce que c'était vraiment à huis clos et secret, et c'est encore secret aujourd'hui, mais des positionnements qui faisaient qu'à un moment donné, de telle façon, tu pouvais aller chercher un comté, puis là, il y avait ça à faire pour tel comté, puis, et finalement, ben, on sait les résultats, en 76, ils ont pris le pouvoir. Tu sembles être en mesure de rencontrer les gens, avoir une facilité de rencontrer avec les gens. J'aime le monde. Un autre nom, c'est Guy Lepage. Guy, Ça, c'est quand j'étudiais en communication à Montréal. J'avais été à CIBL, la radio communautaire de l'Est, qui à l'époque était sur l'Ontario, au Hochelaga-Maisonneuve, et Guillaume Lepage de Roch-et-Bézoreilles était en tout cas responsable du comité de sélection. Et puis j'avais présenté un projet, moi comme étudiant, d'une série d'émissions. Et puis c'est ça. Puis c'est Guillaume qui était venu me voir et qui avait dit... qui avait aimé le démo que j'avais présenté. Okay. Puis je me souviens qu'il m'avait dit, il dit, bon, ben, il dit là, il dit les fleurs, il dit à cette heure, il dit, la semaine prochaine, tu vas avoir le pot parce que tu commences avec nous autres. Fait que là, j'avais eu une série le vendredi où on allait à différents endroits de Montréal.
aller tâter le pouls des gens, de la population, mais aller aussi chez le monde qui font de quoi, mais ne se déplacent pas. Et ensuite, on avait d'autres mondes en studio qui commentaient. Ça fait que c'était évidemment toujours sur le domaine social. J'ai même eu l'occasion d'aller au Chaînon, puis les hommes ne rentraient pas là, au Chaînon. Et bon, à cause du type d'émission puis tout ça, ils l'ont écouté, ils m'ont accepté et j'ai fait des interviews avec... Et c'est quelle expérience! Oui, c'était... Ça aussi, ça a été vraiment... J'ai connu du monde là, ouf, des gens vraiment, vraiment impliqués, pas juste au Chaînon, là, dans différents secteurs. Là. Au niveau de la pauvreté aussi, on a travaillé beaucoup sur les questions de pauvreté avec justement, entre autres, Madame Lalanne qui est décédée, puis... tu sais, ouais. Un autre nom, Mario Michel Chartrand. Ah, Michel Chartrand, ben, c'est ça. Vu que je reste à Marieville, Michel Chartrand restait à Richelieu, donc le village voisin entre Marieville et Chambly. Et il n'y avait pas d'école secondaire à Richelieu, c'est trop petit. Ça fait que les gens de Richelieu venaient à l'école secondaire à Marieville. Donc, j'avais connu son gars, un de ses gars, Dominique, qui est de la même âge que moi. Fait que j'ai eu la chance d'aller chez lui à quelques reprises. C'est de le voir plus que de lui parler. En fait, c'est bonjour, M. Chartrand, puis tout ça. Mais tu sais, de le voir, toujours assis sur sa galerie, il regardait le Richelieu, puis il y avait un livre. Okay. Tout le temps. C'était tout le temps ça, Michel Chartrand. Puis aussi, bon, il est venu quelques fois. Il y a eu, entre autres, une tournée qui s'était faite. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de Dead for Mind. Ça concernait l'amiantose. Okay. Et c'est Michel Chartrand avec le docteur Vando Martel de l'étude du Mont-Sinaï. Ça dit de quoi aux gens qui ont travaillé dans les mines. Puis le docteur Vando Martel, ça se trouvait que c'était un médecin de Marieville qui pratiquait aux États-Unis, mais c'est un gars de Marieville, puis c'était le frère d'une de mes amies. Là, il y avait les connexions, le monde petit. Donc là aussi, j'ai eu cette chance-là d'organiser une rencontre où Michel Chartrand, que Michel Chartrand a présidé à Marieville. C'est incroyable. Je sais que tu aimes la musique. Oui. Et tout ça, mais je n'avais pas fait le lien que Diane Dufresne est ta cousine. Oui, mais ça, c'est sûr que j'en parle pas plus qu'il faut. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je ne veux pas utiliser son nom. Mais est-ce que c'est ça? Nos deux pères, c'est les deux frères. Mon père aussi était musicien. Mon père, c'est un pianiste et chanteur d'opéra. Oui, hein? Oui, c'est ça. Fait que la musique, évidemment, a été, même si je ne l'ai pas eu longtemps, ma mère aussi aimait beaucoup la musique et ensuite, j'ai hérité des disques et de tout ça de mon père. Ça fait que la musique était présente constamment et elle l'est toujours dans ma vie, ça c'est sûr. Et en parlant de musique, mais il y a un nom que je suis sûre que les auditeurs ne connaissent pas du tout, mais c'est Big Mama Thornton. Big Mama Thornton, oui. C'est quoi l'impact qu'elle a eu, puis comment est-ce que tu l'as rencontrée? Big Mama Thornton, c'est une des grandes... c'était, parce qu'elle est décédée, c'est une des grandes chanteuses de blues. C'est elle qui a fait Ball and Chain et tout ça, que Janis Joplin a repris. C'était l'idole. Et Hound Dog aussi. Et Hound Dog, oui, tout à fait. Une partie du répertoire de Janis vient de Big Mama Thornton. Big Mama Thornton, c'était l'idole de Janis Joplin, une grande amie. Et j'ai eu cette chance-là, à un moment donné, quand elle est venue au Rising Sun à Montréal, elle est venue 3 jours. Et j'ai eu, parce que je connaissais le propriétaire, en tout cas, blablabla, ce qui m'a permis d'être là dans l'après-midi avant le premier spectacle pour pouvoir voir Big Mama. Elle était accoudée au bar et elle était en train, justement, de boire son fameux gin avec du lait dans une tasse. Et là, moi, j'étais pas capable de parler, mais je connaissais beaucoup la serveuse, fait que... Puis là, donc, à un moment donné, Big Mama a dit... Elle dit à Sylvain, laisse faire, je comprends ce qu'il me dit, même si c'est en français. Puis là, elle m'appelle, puis elle me fait venir à côté d'elle. Puis là, elle commence à me parler, puis là, elle me dit, est-ce que tu vas être ici ce soir? J'ai dit oui. Elle dit, tu vas être assis avec moi? Elle dit, elle me monte une table dans le milieu. Elle dit, ça, c'est ma table. Elle dit, c'est toi qui vas me donner la main pour me monter sur scène. Oh boy! Wow! Là, j'en tremblais pour le vrai, puis je pense que j'en tremble encore. Et là, le premier soir, ça a été le même. Et il y a 2 sets, les 2 sets.
Le lendemain aussi, elle dit, tu vas être là demain? J'ai dit, oui, 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 Big Mama, je suis là. Et c'est moi qui la montais sur scène. Et le troisième soir, un concours de circonstances a fait en sorte que j'ai pas pu y aller. OK. Et tout d'un coup, on entend à la radio, à l'émission de Gilles Archambault, Big Mama Thornton est morte au Rising Sun sur sa table Ah, ce OK. soir Mon à Dieu. son deuxième set. Et là, c'était... Moi, c'était vraiment... c'était un choc, là. Tu sais, bon, je me disais, j'aurais été là, elle serait morte avec moi, tu sais. C'est- Puis, mais en même temps, je sais pas, mais là, tu sais, j'avais l'impression qu'il y a une partie de moi qui s'écroulait. Puis, mais tu sais, en fait, tu sais, elle est morte physiquement. Bon, c'est sûr que sa vie a été tellement... Non, elle a été rendue très... oh là ouais. là, Elle a, elle a c'est du descendu blues, beaucoup. mais c'est une vie rock and roll. Puis, mais, tu sais, elle est immortelle aujourd'hui, je veux dire, c'est tout Ah non, c'est... dans le monde musical. Euh, toi, je voulais parler de... Le temps passe aussi. De ta famille à Oui. Cuba, parce que j'ai vu Ouais. sur le post sur le Facebook, mais tu es souvent Oui, connecté. ouais, ben c'est ça. J'ai la chance d'être le parrain. Ma fille est la marraine d'ailleurs. On a des amis là-bas, dont une amie qui m'est très chère. Puis elle m'a demandé d'être le parrain de sa fille. Donc, et là maintenant, c'est ça. C'est une partie, c'est ma famille aussi. Puis je descends le plus régulièrement que je peux là, pour aller les voir. Puis là, la petite, elle a 6 ans. Puis, c'est ça, parce que sa mère avait dit, elle voulait pas la faire baptiser tout de suite parce qu'elle voulait avoir quelqu'un qui soit significatif parce que dans la culture cubaine, être parrain marraine, ça a une autre signification, un peu comme nous auparavant à l'époque, OK. il y a une 50, 60 ans. Fait qu'elle voulait pas confier ça à n'importe qui. Puis en tout cas, ça a tombé sur moi. Et on dira ce qu'on voudra. Et puis, c'est ça. Puis là, ben maintenant, c'est ça. J'ai une famille cubaine. Ouais. Qui est là. C'est ça, tu sembles avoir plusieurs réseaux, Ah oui. puis Mais oui, je vais avec pas- les gens complètement différents. Mais là, tu es rendu ici Oui. dans la région, Oui, oui. dans le communautaire, que tu as fait télévision communautaire et tout. Aujourd'hui, tu es avec Katara. Oui. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Qu'est-ce que ça Ben, signifie? Catara, comme un peu tu l'avais dit au début, c'est comité d'appui aux travailleurs, travailleuses accidentés de la région. Mais qu'est-ce qui est intéressant de Catara aussi, on va se trouver un fil conducteur, tu vas voir. Catara, c'est né du mouvement qui s'appelle la FATA. La FATA, c'est ce qui a été fondé par Michel Chartrand. OK? Michel Chartrand a fait en sorte qu'on mette en place la CSST. Mais quand la CSST a diminué de jouer son rôle de défenseur des travailleurs, Michel Chartrand a fondé la FATA et dans différentes régions, il y a des groupes qui se sont fondés de défense Ah, OK. des travailleurs accidentés. Fait que donc, cette rencontre avec Chartrand, maintenant, My aujourd'hui, heavens. je le retrouve indirectement, ce que Michel Chartrand nous a enseigné, tu sais. Puis je le retrouve à Catara, puis ça, ben, je pense que c'est important. Et puis pour moi, bon, ben, tu sais, la défense, on dit les plus démunis. En fait, c'est pas souvent des gens qui sont nécessairement tant démunis que ça, mais lorsque tu es victime, que tu es accidenté, que tu es vulnérable, des fois, tu penses qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui qu'il y a rien. fonctionne. Et puis, de savoir que malgré tout ça, à quelque part, tu peux peut-être avoir l'aide qui te manque. Il y a quelqu'un dans ton coin Puis, c'est ça. qui peut. Et puis ça, ben, ça, Catara peut l'offrir. Fait que pour moi, je trouve que c'est vraiment important. Ça rejoint mes valeurs aussi, bien sûr. Mais c'est ça, parce que c'est incroyable comment ton grand-père il a vraiment instauré dans Ouais. toi des valeurs comme ça que tu as continué. Toute, Oui, ça m'a pris au-delà de 50 ans pour m'en rendre compte, par contre. C'est jamais trop Je l'avoue tard. très humblement. Je m'étais jamais aperçu de ça, tout l'espace que ça pouvait avoir pris. Tu sais, ne serait-ce que, puis je repense, tu sais, une anecdote comme ça, on n'a jamais barré les portes chez nous. Au OK. cas où que quelqu'un ait un accident sur la route en campagne, puis qu'il y ait une porte qu'il va pouvoir trouver pour être hébergé.
Puis les quêteux, on savait qui faisaient le tour dans le temps, ça existait. Ce qu'on appelle les quêteux, ils venaient passer 3, 4, 5 jours. Ils couchaient, ils demandaient à manger, puis on les logeait. Puis on en avait un qui venait régulièrement et qui nous racontait ce qui se passe un petit peu partout dans le Québec. Et donc, ça fait le boucle. Ouais, C'est ouais, bien. c'était ça. Hey Mario, on aurait pu continuer encore Hey, merci. longtemps. C'était vraiment intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup. Je suis sûre que les autres aussi, ils ont apprécié ça. Ils ont appris beaucoup sur toi qu'ils savaient et ils ne savaient pas. En Hey, tout cas, merci beaucoup. merci à toi et merci à vous autres, les auditeurs. Soyez le bienvenu pour continuer avec nous avec d'autres rencontres la semaine prochaine.